une table ronde qui va porter sur la prévention. Parce qu'en effet, lorsqu'on parle de financement de la santé, on ne peut pas s'empêcher de penser aux économies qui pourraient être générées si l'on mettait en œuvre les politiques de financement. Et les complémentaires santé jouent un rôle grandissant dans ce paysage de la prévention. Nombre d'entre elles prennent déjà en charge des bilans de santé qu'elles offrent aux adhérents. Alors, au moment où le gouvernement met le cap sur la prévention en matière de santé, quelle part les complémentaires doivent-elles prendre? Donc, on accueille Michel Chassan, vice-président du CESE, Conseil économique, social et environnemental, négociateur UDP pour les dossiers de santé au travail. Voilà, avec un peu de musique, c'est mieux. On accueille Éric Chenu, qui est président de la Fédération nationale de la mutualité française. Jean-Paul Segade, qui est président du CRAPS. Tout à l'heure, nous en saurons plus sur ce think tank. Bienvenue. Et puis Félix Faber, que vous connaissez tous, qui est secrétaire délégué à la démarche qualité et aux certifications. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec vous, Félix Faber. Quelles sont aujourd'hui les missions des kinés qui relèvent de la prévention et qui, à l'avenir, pourraient être amplifiées? Alors, je vais peut-être commencer par recadrer la sémantique et poser le sujet dont on va parler. Il est question de prévention. Quand on parle de prévention, on est déjà dans du parcours de soins, et on va l'identifier à différents niveaux. Mais on pourrait également évoquer le parcours de santé. On a vu sur la précédente table ronde et sur les sujets qui ont été évoqués depuis ce matin, la problématique qu'on a sur l'évolution du système de santé français, sur la souffrance des professionnels de santé français, sur l'état de la santé en France. Donc je pense que d'abord, il faut reposer cette question-là. Les compétences du kinésithérapeute sur ces thématiques sont indiscutables, hein. On le sait, on va pas revenir là-dessus. Mais il faut d'abord savoir dans quel champ est-ce qu'on se pose. Donc, le premier point, c'est peut-être d'abord de parler de santé, à proprement parler, et de parcours de santé. Donc, est-ce que d'abord on peut s'immiscer dans le parcours de santé en l'absence de maladie, dans la notion de promotion de la santé? Dans un deuxième temps, il est bien entendu question de prévention, mais dans la prévention, on a déjà basculé dans le parcours de soins. On va s'intéresser à une thématique précise, on va s'intéresser à des éléments déjà posés. Et c'est d'ailleurs le regret qu'on peut avoir par rapport à cet avenant 7, puisque la profession mettait de manière beaucoup plus officielle et conventionnelle un pas vers une forme de prévention, notamment sur la personne âgée, sur le risque de perte d'autonomie. À ce niveau-là, la problématique qu'on a sur notre cadre conventionnel, qui n'est pas à regretter, est que le cadre conventionnel a borné les kinés dans leur exercice et dans leur pratique par rapport à d'autres professions de santé, a cette habitude d'exercer, de pratiquer dans un cadre de prise en charge par l'assurance maladie et de prise en charge conventionnelle. Et aujourd'hui, la prévention n'existe pas ou peu dans nos actes et dans notre capacité de prise en charge, en dehors d'un de ces volets extrêmement réduits, qui est l'éducation thérapeutique des patients, sur lequel on va aussi faire le lien avec la promotion de la santé. Donc pour moi, la place des complémentaires de santé est primordiale dans cette thématique-là, déjà parce qu'activable beaucoup plus rapidement. On voit l'expérimentation en milieu scolaire de l'avenant 5. Aujourd'hui, ce ne sont que quelques écoles qui ont été pourvues d'expérimentation. Si on parle en nombre d'écoliers, ça reste vraiment mineur. Alors qu'avec les complémentaires, on peut aller beaucoup plus vite en sortant de ce cadre conventionnel et en rentrant aussi dans une logique d'économie. On a parlé d'économie sur la table ronde, je n'irai pas beaucoup plus loin, mais la thématique qui nous intéresse également, c'est à travers les champs de compétences du kinésithérapeute, comment est-ce qu'on peut alléger la souffrance du système de santé français? Comment est-ce qu'on peut avoir recours à une prise en charge beaucoup plus précoce dans la question du diagnostic, donc de la prévention secondaire, et des actions à mettre en œuvre rapidement, comme on l'évoquait également dans la table ronde précédente, avec la problématique du bout de chaîne et des patients qu'on va recevoir déjà dans un état parfois chronique ou déjà dans un état avancé sur lequel on perd beaucoup de temps, et la manière de mettre tous ces éléments-là en place beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, au niveau des complémentaires, on voit souvent dans des paniers d'offres de prise en charge des éléments qui manquent un petit peu de coordination entre les différents acteurs. Et je pense que là aussi, il y a vraiment une question sur la mise en charge et la mise en place de la prévention d'une forme de coordination, de ne pas avoir des actes individuels, singuliers, sans aucune notion de suivi et d'accompagnement, mais vraiment de pouvoir coordonner tout ça pour l'évaluer, bien entendu, mais également pour avoir une forme d'homogénéité d'action. Donc pour moi, la place du kinésithérapeute dans la prévention, pour conclure ce premier propos, elle se fait à tous les âges de la vie.
On parle beaucoup aujourd'hui du recul dans l'âge parce qu'on est sur un décalage de l'arbre des âges, on est sur un vieillissement de la population qui n'est plus approuvé, on est vers une réduction, enfin une augmentation aussi de l'espérance de vie, mais malheureusement pas de l'espérance de vie en bonne santé. Donc là-dessus, on est déjà dans de la prévention secondaire bien avancée. Il est également question, mais parmi nos interlocuteurs aujourd'hui, d'autres en parleront beaucoup mieux, il est également question de la santé au travail. On a eu un changement aujourd'hui qui est colossal dans l'habitude des salariés français, dans la relation à l'arrêt de travail, dans la relation à la maladie, et l'émergence de maladies professionnelles qui est incontestable et qui coûte très cher. Et puis on est aussi dans la notion du jeune âge, puisque la promotion de la santé et la prévention doivent commencer très tôt. Et là aussi, on a énormément de choses à mettre en place en collaboration avec nos partenaires complémentaires et les mutuelles sur ces thématiques-là. Merci Félix Pabert. Éric Chenu, quel est aujourd'hui le rôle des complémentaires? On l'a vu, vous contribuez au financement. Jusqu'où vous pourriez aller pour permettre à la prévention de se développer et de s'installer durablement sans s'écarter du parcours de soins qu'évoquait tout à l'heure, ou du parcours de santé qu'évoquait tout à l'heure Félix Pabert? Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre invitation. Nous, on est très heureux du partenariat qu'on a signé avec les libéraux de santé, parce qu'il y a deux piliers sur ce partenariat. C'est à la fois faciliter l'accès aux soins, mais c'est aussi la prévention. Et c'est vraiment cet état d'esprit qui guide aujourd'hui nos réflexions, que ce soit en complémentaire santé, en prévoyance, ça vient d'être dit, on constate depuis 3-4 ans une explosion du nombre d'arrêts de travail, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc c'est un sujet de préoccupation majeure, parce qu'il y a un enjeu de soutenabilité demain des modèles de protection sociale globalement. Et puis, bien évidemment, l'enjeu de la dépendance, puisque on sait que les trajectoires en termes de démographie sont au moins assez prédictives, et on sait qu'on va avoir un doublement du nombre de personnes en situation de dépendance d'ici à 20 ans. Si on veut que ces personnes puissent vivre mieux, plus longtemps, chez elles, parce qu'en général c'est leur souhait, en menant correctement leur projet de vie, eh bien, il y a besoin à la fois d'agir sur les déterminants de santé, mais aussi d'accompagner de manière personnalisée ces personnes. Ça suppose différentes choses. Ça suppose qu'on puisse plus facilement, en lien avec les professionnels de santé, pouvoir co-construire des parcours personnalisés. Faire du aller vers sur mesure, notamment en utilisant le numérique au service de l'humain, avec bien évidemment des règles éthiques, déontologiques, mais pour pouvoir vraiment faire cet accompagnement fin. Il y a un certain nombre d'expérimentations, de projets qui existent, mais aujourd'hui, on a un enjeu de passage à l'échelle. Et puis, au-delà, c'est comment on intervient et comment on répartit les rôles entre la prévention primaire, la promotion de la santé, globalement, et puis la prévention secondaire, voire tertiaire, où là, le rôle, notamment des complémentaires santé, va être accru dans l'accompagnement du parcours individuel des personnes qu'elles protègent. Et c'est sur l'ensemble de ces segments qu'on pourra avancer. Mais si on veut que les complémentaires santé agissent plus et davantage dans le financement du virage préventif, encore faut-il qu'un certain nombre de cadres réglementaires le facilitent. Aujourd'hui, plus une mutuelle développe des programmes de prévention, plus ses coûts de gestion augmentent. Parce que personne ne sait pourquoi, mais il y a une dizaine d'années, dans le décret de classification des prestations et des frais, eh bien, les actions de prévention ont été classifiées en frais de gestion, ce qui est une aberration, parce que c'est une prestation en nature et en service. Donc ça fait plusieurs années qu'on demande une évolution. Si on veut faire davantage sur la prévention, ça suppose aussi que quand une mutuelle développe des programmes de prévention, par exemple pour prévenir la chute des personnes âgées, notamment en ayant recours à l'action de kiné, d'ergo, d'animateurs d'activités physiques adaptées, eh bien, on ne se retrouve pas avec un niveau de fiscalité à 35%, puisque pour pouvoir financer ce dispositif,
Ça suppose de mobiliser des cotisations, donc qui sont assujetties à la taxe additionnelle sur les contrats d'assurance, 14,08% aujourd'hui. À quoi s'ajoute, si on passe par une structure, de la TVA, donc on est à 35%, ce qui est totalement surréaliste. Ça fait, depuis le début du quinquennat précédent, qu'on nous dit oui, effectivement, c'est une anomalie, il faut vraiment qu'on corrige ça. On est en 2023, il n'y a toujours pas d'avancée. Au-delà de ça, vous avez dû entendre, peut-être, ou lu dans la presse hier, la direction de la Sécurité sociale a décidé de transférer 500 millions d'euros de dépenses vers les complémentaires santé. Sans dialogue, ce qui est extrêmement regrettable, mais nous, on est prêts à prendre notre part, et toute notre part, dans le financement du système de santé, dans le virage préventif. Mais ça suppose qu'on puisse planifier les choses, qu'on puisse les co-construire avec l'assurance maladie, avec l'État, mais aussi avec les professionnels de santé. On ne transformera pas notre système de santé, qui est par trop curatif, on le sait tous, pour le rendre plus préventif, plus accompagnant, pour répondre à la transition démographique, avec l'ensemble de ses conséquences épidémiologiques, avec son longue durée et tout ce qui s'ensuit. On ne répondra pas aux besoins du financement d'une médecine plus technique, de soins qui coûtent plus cher, d'une pharmacopée qui va coûter plus cher, si à un moment donné, on ne se met pas tous autour de la table pour élaborer ces solutions. Sinon, on va avoir une problématique, que ce soit l'assurance maladie sur les cotisations sociales ou fiscales, nous sur les cotisations mutualisées, de soutenabilité du financement, et on va avoir un système à plusieurs vitesses, ce qui sera délétère pour le vivre ensemble et totalement contraire au principe d'égalité dans l'accès effectif aux soins dans notre pays. Donc voilà, nous on est vraiment prêts à co-construire, à élaborer de nouvelles solutions. On le fait aujourd'hui plutôt à l'échelle des territoires, par des expérimentations, par des programmes intégrés dans les prestations des mutuelles, mais on pourrait faire bien plus, bien mieux, si le cadre législatif, réglementaire, fiscal était plus adapté, plus volontariste en la matière, et si on peut, avec l'ensemble des parties prenantes, se mettre autour de la table pour co-construire les solutions. Merci Éric Chenu. Je m'adresse à vous à présent, Michel Chassan. Vous êtes, je le rappelais tout à l'heure, le négociateur de l'UDP et de l'UNAPL sur le dossier de la santé au travail. Avec l'UDP, vous venez de signer un ANI. Un ANI, c'est un accord national interprofessionnel sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. C'est cet accord que visait tout à l'heure Félix dans son propos. Aujourd'hui, quel rôle les partenaires sociaux jouent-ils ou pourraient-ils jouer davantage à l'avenir en matière de prévention ? Alors, bonjour à tous d'ailleurs, et merci pour votre invitation, et joyeux anniversaire, 60 ans, ça se fête. Merci de votre invitation. Oui, la prévention, tout le monde parle de la prévention, et j'adhère évidemment à tout ce qui a été dit jusqu'ici, en particulier par Éric, mais tout ceci ne se met pas en œuvre concrètement. L'adage qui dit « vaut mieux prévenir que guérir », bon, on a tous dans la tête tout ça. Mais concrètement, les budgets massivement sont aujourd'hui tournés vers le curatif et très peu vers le préventif. Hein, ça, c'est clair. Bon, là, je ne vais pas développer en matière d'assurance maladie, vous l'avez longuement, et puis vous avez l'occasion d'en parler avec les gestionnaires de l'assurance maladie, mais il y a un vrai sujet. C'est timide, il y a une avancée, mais c'est quand même timide. En matière de travail, c'est pareil. C'est la même chose. On s'évertue à prendre en charge, à financer, tant bien que mal, donc des réparations lorsque l'accident est survenu, et on dépense très peu pour la prévention. Alors, autre élément, en parlant des ANI, en parlant du dialogue social, bon, d'abord, quelques mots, si vous permettez, sur UDP. UDP, c'est la 3e organisation patronale française. Vous êtes membre de UDP. Hein, vous êtes donc adhérent à UDP. Donc, lorsque UDP va négocier, elle négocie évidemment en votre nom, hein, en matière comment dirais-je, d'employeur. C'est en notre qualité d'employeur qu'on va négocier des accords nationaux interprofessionnels avec les organisations salariées qu'on a en face, CGT, CFDT et autres, et avec le MEDEF et la CPME, par ailleurs, du côté employeur. Et donc ces accords nationaux interprofessionnels ont vocation à être traduits dans une loi. C'est la loi, désormais, qui le met. Et
fort de ce constat, on a essayé, alors que le climat politique est particulier dans notre pays, je vais l'apprendre à personne, eh bien le dialogue social continue et même reste vivace. Nous avons signé 4 accords nationaux interprofessionnels cette année. C'est énorme. Et en 2 nous concernent, c'est pour ça que j'y viens. Le premier, c'est celui sur la santé au travail. La santé au travail, c'est quoi? C'est la médecine du travail, c'est le suivi médical des salariés dans notre pays. Salariés, mais aussi chefs d'entreprise. Or, jusqu'ici, on se préoccupait d'ailleurs que des salariés. Combien d'entre vous ont eu des visites de médecine du travail? Je pense très peu. Par contre, les salariés, c'est obligatoire, et donc ils bénéficient régulièrement des visites de médecine du travail. Donc nous avons, à travers cet accord sur la santé au travail, qui date de 2020, qui a été traduit dans une loi en 2021, pas révolutionné, mais axé cette réforme sur la prévention. Et donc tellement bien que les services interprofessionnels de médecine du travail, on les a appelés services de prévention, SPSTI, services du travail inter-entreprises, puisque c'est des services qui sont entre les entreprises, qui servent donc à plusieurs entreprises à la fois, et donc il y a une mutualisation dans le domaine. Et non seulement donc on a changé le nom, mais on a changé les missions, en améliorant ces missions, en les tournant résolument vers la prévention. Et deuxièmement, on a ouvert les services de médecine du travail vers l'extérieur, et en particulier vers la médecine ambulatoire, avec la création des fameux médecins praticiens correspondants, les MPC, qui vont permettre à certains médecins volontaires, sous couvert d'une formation, de pouvoir accomplir des visites de suivi classiques de nos salariés. Également, le développement des IPA en médecine du travail. Voilà, donc quelques éléments. Autre élément, avec la mise en place d'un passeport santé prévention, là aussi, je n'ai pas le temps de développer, évidemment. Le deuxième accord que nous avon signé, il est tout frais, puisqu'il date de ce mois-ci, hein, c'est vraiment tout frais, puis en plus, ce sera un accord unanime, parce que normalement, toutes les organisations auront signé cet accord, ce qui montre bien quand même que le dialogue social, ça existe encore dans notre pays, eh bien, c'est celui sur les accidents du travail, maladies professionnelles. Alors là, c'est des budgets énormes, 14 milliards d'euros sont consacrés chaque année donc, à prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles. Les excédents sont notoires, sont voisins de 3 milliards d'euros par an, excusez du peu, qui sont reversés à l'assurance maladie dans le cadre de ce qu'on appelle la sous-déclaration. Là, pas de temps non plus de développer, mais on peut évidemment le faire si vous le souhaitez. Et alors qu'on est en excédent, alors que ça coûte très cher, eh bien on a investi très très peu sur la prévention. Et donc là, on a axé cet accord sur la prévention en disant qu'il fallait mettre 100 millions d'euros de plus par an pour au moins les 5 ans qui viennent en matière de prévention. On a aussi mis en place, vous savez, ce fameux fonds, le FIPUP, c'est-à-dire le fonds pour l'usure professionnelle. Là aussi, c'est, contenu dans la loi retraite, de réforme des retraites, qui est pas tout à fait consensuelle, comme chacun le sait, mais à l'intérieur de cette loi, il y a une disposition qui met en place un fonds de prévention de l'usure professionnelle. C'est donc un témoin concret qu'on va prendre en charge cette prévention de l'usure professionnelle, parce qu'il y a des gens qui s'usent au travail et il faut naturellement le prendre en compte. Voilà. Et puis on a développé à travers cela des actions de prévention. On a aussi prévu d'augmenter le nombre de préventologues, c'est-à-dire des acteurs de la prévention, des techniciens de la prévention qui sont indispensables pour améliorer la sécurité et la prévention dans les entreprises. Pour cela, ils reçoivent des aides qu'on a évidemment poursuivies. Voilà. Voilà 2 exemples très concrets qui montrent que et c'est heureux, les complémentaires se préoccupent de la prévention. Heureusement qu'elles le font, entre parenthèses, hein, parce qu'on peut regretter quand même que l'assurance maladie n'ait pas des budgets suffisants et n'ait pas axé en plan stratégique suffisamment sur la prévention. Il y a un vrai sujet. On pourrait parler de la médecine scolaire, on pourrait parler de beaucoup d'autres choses. Mais voilà 2 exemples concrets de mise en œuvre, de réformes qui sont utiles en matière de prévention. Voilà, on aurait pu développer aussi le kiné du travail comme le médecin du travail. Bien sûr, bien sûr. Je m'adresse à vous, Jean-Paul Segat, vous êtes président du CRAPS. Le CRAPS, c'est quoi tout d'abord? Le CRAPS, c'est tout simplement l'idée des amis qui sont dans la salle. Et on l'a dit un peu tout à l'heure, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en France, on travaille beaucoup en tuyaux d'orgue.
Et lorsqu'on réunit ces tuyaux d'or, ils ne s'entendent jamais. Mais sur le terrain, ça marche. On voit bien. Et donc, c'est une réunion à la fois d'hospitaliers, de mutualistes, nos amis Chassans est là, de l'assurance maladie, en vue de mettre en commun notre réflexion sur l'avenir de la protection sociale. Parce que ce qui me paraît, et en tant que président du CRAP, je le dis souvent, ce qui me paraît bizarre, c'est que tout le monde dit que la protection sociale, c'est le volet social du pacte républicain. On n'arrive pas à se mettre d'accord et à trouver des endroits où on puisse se parler librement et discuter pour faire avancer un chemin qui, par définition, ne peut être que collectif. Et donc c'est ça le CRAPS. Donc on réunit, et je salue M. Blanchecotte, mais aussi vous êtes membre du CRAPS, ma soeur Kili, c'est très bien, cette participation avec l'objectif de créer une évolution en disant on a, grâce à 46, eu un pacte social qui a été construit sur des bases, il faut le faire évoluer. Et donc, construisons ensemble ce projet. Alors, dans le cadre de vos travaux, et ça c'est tout à fait intéressant et ça va être éclairant pour les kinésithérapeutes, vous vous êtes intéressé à ce qui se passait dans d'autres pays, et plus particulièrement dans les pays du Nord, en termes de prévention. Et là, on s'aperçoit que la prévention est rentrée dans les mœurs, et puis avec une insistance de la part des pouvoirs publics. Oui, parce que ce qu'on a constaté, pourquoi la prévention ne marche pas ou on a des difficultés à démarrer, c'est que par définition, elle se heurte aux principes traditionnels de l'action publique. L'action publique en France est caractérisée par 3 idées. L'égalité, or en prévention, l'égalité, c'est l'inégalité. Si on met tout le monde... elle se caractérise par l'unicité, c'est-à-dire qu'il faut que... à Saint-Flour, on ait la même politique que l'on est à Marseille. C'est pas vrai, c'est pas possible. Alors que la prévention, c'est la diversité. Et on a un système pyramidal, c'est que c'est Paris qui pense, depuis Louis XIV, c'est le roi Soleil qui pense. Et puis, j'allais dire, et ça va jusqu'à Jules Ferry, qui était content parce que la même dictée se faisait dans les Hautes-Pyrénées et dans toutes les régions françaises. Et désormais, c'est Jupiter. La prévention, par définition, elle est transversale, plurielle et inéquitable. Donc, il faut redonner, et c'est là où les modèles anglo-saxons des pays du Nord nous sont intéressants, c'est qu'ils sont partis des territoires. Et le CRAPS préconise dans cette réflexion de dire, bon, il faut que l'État ait son rôle, mais d'État stratège. Il faut qu'il arrête d'être opérationnel. Et ancien directeur d'hôpital, je peux savoir quand l'État devient opérationnel, ce que ça peut entraîner comme surcoût. Deuxièmement, que l'assurance maladie nous donne des outils, mais qu'on demande aux territoires de santé, avec un partenariat assurance maladie complémentaire et acteurs de santé, de trouver des réponses adaptées. Et on défend la thèse aujourd'hui, qui est ne pas nier les ARS, il ne s'agit pas, mais de redevenir à l'échelon départemental ou à l'échelon multi, ce qui est arrivé d'ailleurs, l'étude Danemark le montre très bien. J'ai apporté avec moi quelques documents. Dites deux mots sur ce qui se passe au Danemark. Ils ont commencé à faire une réforme territoriale, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord diminué d'un niveau, au lieu d'avoir 3 niveaux de territoire, ils n'en ont que 2. Donc, c'est des grandes il faut bien garder le micro devant. Voilà, c'est des grandes municipalités. La deuxième, c'est qu'ils ont conféré des responsabilités à ces territoires. Ça ne veut pas dire qu'au Danemark, on peut faire n'importe quoi, ou en Norvège, on fait n'importe quoi. Mais ça veut dire que le niveau central reste stratège, il définit les objectifs, il met en place des procédures et des méthodes, mais il laisse aux acteurs territoriaux le soin d'adapter des réalités. Et c'est ce qui marche dans ces pays-là, c'est le principe de subsidiarité. On l'a oublié peut-être, et il faudrait réinventer. Et en ce sens, le modèle prévention est un modèle intéressant parce qu'on pourrait demander collectivement, c'est un peu le message qu'on fait passer au CRAPS, en disant, et si on tentait, puisque aujourd'hui les pouvoirs publics parlent de décentralisation, de renverser la table et de faire du modèle de prévention un modèle innovant dans l'action publique. Un dernier mot sur l'exemple danois. Quand on a préparé cet échange, je m'avais dit, mais au Danemark, lorsque les patients n'assistent pas, ne participent pas à leur rendez-vous de prévention, il y a des conséquences. Ah bah je ne dis pas qu'on va adopter à 100% le modèle luthérien à un modèle, catholique, d'avoir romaine française, mais il faut constater que... Je prends l'exemple que... Je vous ai cité l'exemple du Danemark sur les soins dentaires, c'est un bon exemple, mais en Allemagne, c'est pareil. Vous avez des soins dentaires qui sont gratuits, pour les jusqu'à 14 ans. Ensuite, dès que vous avez atteint, et c'est mon âge par exemple, vous avez droit à une consultation gratuite. Gratuite, par an. Vous la faites, vous ne la faites pas. Si vous la faites et que vous avez besoin de soins, vous êtes pris en charge à 100%. Si vous ne la faites pas et que vous avez besoin de cette prise en charge, vous avez une contrepartie. Pour les urgences,
C'est exactement le même problème. On vous oblige. Quand on est allé visiter les hôpitaux de ces pays-là, on s'est rendu compte que service d'urgence, il n'y avait personne. On s'est dit, tiens, c'est bizarre, il y a un problème. Eh bien, simplement, vous n'avez pas le droit d'aller directement aux urgences. Vous allez d'abord dans une plateforme médicale qui vous indique que, suivant votre cas, vous pouvez aller aux urgences. Quand on vous avertit, et la numérisation est possible, quand on avertit automatiquement l'hôpital concerné que vous allez arriver, ce qui est quand vous arrivez, l'hôpital sait que vous allez arriver, que vous avez tel diagnostic. Bien sûr, si vous voulez court-circuiter ce processus, vous le faites au risque et péril. Et donc, il y a ce qu'on appelle un intéressement. Mais tout à l'heure, Jean-Marc Aubert a dit quelque chose. Il y a aussi un élément que je voudrais insister là-dessus, c'est l'intéressement que l'on a. Là, je vous parle ancien directeur général de l'AP. Je n'ai jamais pu obtenir des pouvoirs publics la modification d'un arrêté ministériel permettant de créer un budget annexe dans les hôpitaux sur le budget annexe prévention. Un peu comme toi au niveau du mutuel. C'est-à-dire que c'est dans les frais généraux. Mais quand un cardiologue me disait à l'AP de Marseille, monsieur le directeur général, je vais faire des consultations de prévention à tel endroit, ça ne me rapportait rien. Mais quand il me disait qu'il allait multiplier les actes et qu'il allait faire des actes, l'assurance maladie payait ces actes. Et donc nous, ce qu'on demandait au niveau hospitalier, qu'on puisse avoir de la lisibilité dans nos affectations de charges et de produits, et de dire face à des dépenses, on aura des recettes. Il suffit de modifier un arrêté ministériel. C'est pas compliqué. Ça fait 10 ans que ça... Tout le monde est d'accord, hein, dans toutes les plateformes où j'ai assisté, tout le monde me dit c'est une excellente idée. Le gouvernement qui passe, c'est toujours une excellente idée. Alors, à force, on espère qu'au CRAPS, un peu, vous savez, comme les tribus juives de Jéricho, qui autour de Jéricho ont fait 7 fois le tour, et voilà, 7e fois, les tours se sont ébranlés. Je pense qu'à la 7e contribution du CRAPS, avec nos amis mutualistes et tous, le ministère arrivera à modifier ses arrêtés. Et je le dis parce que j'ai été à l'IGAS, c'est vrai que c'était inadmissible quand on contrôlait les mutuelles au titre de l'Inspection générale des affaires sociales, on mette dans les rapports de gestion le fait que plus une mutualiste investissait dans la prévention, et plus on lui faisait des reproches parce qu'elle ne tenait pas ses objectifs de réduction des frais de gestion. Voilà, donc ce qu'on peut retenir, c'est que tous ensemble, kinésithérapeutes, partenaires sociaux, mutualités, et puis aussi avec l'aide d'un think tank tel que le vôtre, il est possible d'avoir des idées et surtout de faire bouger les lignes. En tout cas, c'est ce à quoi on aspire. On va refermer. Merci, merci messieurs.